La lumière froide m'arracha à la nuit interminable. J'ouvris les yeux dans la chambre de réveil cryogénique et comme un noyer brisant la surface, je pris ma première bouffée d'air en 137 ans. Les parois irradiaient cette lueur bleutée, faussement rassurante, que seuls les ingénieurs en stase croient apaisante. Tout n'était que silence, hormis le tic-tic des sécurités thermiques se réarmant. Je m'attendais à voir mes coéquipiers sortir des cuves voisines, mais elles restaient closes, opacifiées par le givre, et je sus, au creux de mes os encore engourdis par le froid, que quelque chose clochait. Un écran au-dessus de moi affichait une série de glyphes rouges en boucle. Porteur Dreadnought en approche. Mode d'alerte diplomatie vectorielle activé. Je compris tout de suite que notre mission initiale, établir un corridor de paix avec la Confédération clyrienne, avait chaviré. Le terme Dreadnought n'était pas usité à la légère dans nos rapports. Ces mastodontes ne se montraient qu'en prélude à une guerre transcendant les plans connus. Je tentais de déverrouiller la cuve de Miala, notre négociatrice, mais le panneau demeurait muet. Seule ma capsule avait reçu l'ordre de réveil. Mauvais signe. Quand un protocole vectoriel n'active qu'un agent sur l'ensemble d'une équipe, c'est que l'IA de bord veut une décision sans consensus, rapide, potentiellement létale. Mon communicateur basal grésilla. « Silas, nous n'avons pas le temps. Les flottes convergent en mode transluminal. Il reste moins de 17 minutes avant chevauchement d'espace. » La voix artificielle portait cette inflexion que je détestais. Urgence impersonnelle. Pourquoi moi seul? Parce que vous êtes le dernier dont les filtres mémétiques sont intacts. Une douche glacée de réalisation me parcourut. Les autres avaient été compromis. Peut-être infectés par une séquence d'influence. Peut-être déjà autres. En titubant, je sortis du sarcophage cryogénique. Mes muscles cinglaient à chaque geste. Les parois gémirent au passage des compensateurs gravitationnels. Le porteur Dreadnought approchait assez vite pour perturber notre inertie. L'étrange vrombissement qui gagnait le sol était celui d'un moteur spatio-tensoriel en mode d'attaque. Je devais atteindre le pont vectoriel et déclencher, d'une seule impulsion, un signal de trêve codé que seules les enclaves les plus anciennes reconnaîtraient. La théorie disait que ces balises contraignaient les flottes rivales à suspendre toute action jusqu'au décodage complet du message. Un délai précieux. En traversant le couloir humide qui menait aux ascenseurs inertiels, je croisis des traces de griffes, pas métalliques, pas humaines non plus. Des lambeaux de combinaison flottaient dans l'air recyclé. Le long des hublots, des éclats de radiation colorés dessinèrent une aurore fixe. C'était l'onde de compression formée par deux vecteurs transluminaux s'effleurant. Nous n'avions presque plus de temps. Arrivé à la première coursive, je tombai sur Kaelen, notre mécanicien. Du moins, ce qu'il était devenu. Ses yeux miroitaient d'un éclat noir comme l'espace nu. « Ils ont raison, Silas, souffla-t-il. Laisse-les entrer. Ils nous remodeleront, et tout sera plus simple. » Je reculai, mais il bondit avec une rapidité inhumaine. Une lutte brève, désordonnée, éclata. Je parvins à l'envoyer heurter le rideau d'énergie d'une cloison encore active. Son corps tressaillit, retomba, inerte. Mais ces derniers mots restèrent plantés dans mon esprit, comme un éclat d'astéroïde. « Laisse-les entrer. » Plus je m'approchais du pont, plus la station vibrait d'une vie étrangère. Les systèmes d'aération chantaient une note que je ne reconnaissais pas, et mes implants sensoriels capturaient par intermittence des images impossibles. Plans intriqués, silhouettes griffonnées par la lumière elle-même. Sur un écran de maintenance, un schéma des deux flottes s'affichait. Notre transporteur diplomatique, isolé, encerclé par un arc presque parfait de vaisseaux ennemis. Et derrière eux, une silhouette gigantesque, comme un animal antique, le porteur Dreadnought. J'atteignis enfin la salle du relais vectoriel, cœur du système de communication transcendant. Mais elle n'était pas vide. Miala s'y tenait, éveillée par je ne sais quel protocole. Sa peau brillait d'une fine couche de givre, ses yeux noirs comme Kaelen. « Silas, tu ne comprends pas. Ils ne viennent pas détruire, ils viennent assimiler. Un seul cycle, et nous ferons partie d'eux. Plus de guerre, plus de solitude. » Je pointai vers elle l'outil de perçage plasma pris dans l'armoire murale. Ou plus d'humanité. Elle esquissa un sourire triste. Alors, derrière elle, dans l'espace, le Dreadnought se tourna, comme pour me regarder directement. Ce que je vis me pétrifia. Des myriades de structures fractales en constant déploiement.
comme si le vaisseau lui-même cherchait des formes capables de séduire mon esprit. Je n'avais plus que quelques secondes avant chevauchement. Pourtant, mes mains tremblaient. Activer la balise signifiait déclencher une trêve, mais aussi émettre notre position exacte au Dreadnought, lui donner une ligne directe jusqu'à nous. La voix de l'IA revint, sèche, décidée. Les pupilles de Miala se dilatèrent comme des puits sans fond, et je compris qu'elle allait frapper. Mon pouce écrasa la commande de la balise. Un éclair vectoriel jaillit, traversant simultanément 1000 couches de réalité. La station entière sembla pousser un soupir. Les deux flottes ennemies s'arrêtèrent net dans leur élan, figées par le protocole. Mais dans cette immobilité, je perçus autre chose, un frémissement subtil, une promesse. Le Dreadnought connaissait désormais mon nom, et la trêve n'était que temporaire. Je restais immobile, les doigts crispés contre la paroi translucide de ma capsule, sentant sous ma paume la vibration ténue du métal vivant. Les circuits intégrés du Dreadnought pulsaient comme une artère colossale, un murmure de puissance et de mémoire ancienne. Mon souffle formait de petites volutes opaques contre la surface interne, et chaque exhalation me semblait absorbée, cataloguée, analysée. Ce n'était plus un simple vaisseau, c'était un esprit, et il avait pris conscience de moi. Mon corps, encore engourdi par la stase prolongée, se tendit instinctivement. Autour de moi, dans la chambre de réveil cryogénique, les autres unités restaient closes, figées dans un sommeil artificiel. 132 silhouettes fantomatiques se devinaient derrière le brouillard des capots vitrifiés. Je ne savais pas lesquelles s'ouvriraient encore, ou si certaines avaient déjà cessé de battre depuis longtemps. Les capteurs infrarouges, eux, restaient muets pour toute autre présence humaine. J'étais seul, au moins pour l'instant. Une pulsation plus forte parcourut le plancher suspendu. C'était comme si le cœur du Dreadnought avait accéléré. La lumière se modifia, passant d'une lueur bleuâtre et régulière à des éclats orangés aux intervalles irréguliers. Ces variations n'étaient pas accidentelles. Elles m'étaient adressées. Le vaisseau me parlait. Je détournais les yeux. Mais à peine avais-je cessé de fixer ces intermittences qu'une série de chocs sourds résonna à travers la coque, lointain, mais d'une précision mécanique. Je reconnus presque immédiatement la signature énergétique, transmission de masse depuis l'espace extérieur, probablement des modules d'assaut ou des sondes organiques. Le Dreadnought avait cessé de feindre l'indifférence. Je fis un pas hors de l'ombre protectrice de ma capsule. Mes jambes protestèrent, des douleurs électriques remontant le long de mes muscles à peine réanimés. Le sol avait conservé cette étrange élasticité composite qu'on ne sent que sur les madrépores technobiologiques. Une sensation à la fois rassurante et dérangeante, comme de marcher sur un organisme dormant. Plus loin, les cloisons rétractables formant l'enceinte de la salle se mirent à onduler, dégageant un étroit passage vers le couloir principal. « Très bien », murmurai-je. « Montre-moi. » Je franchis le seuil. Immédiatement, la température changea, chutant de plusieurs degrés. L'air, saturé de particules luminescentes, flottait lentement dans la pénombre. Des inscriptions mouvantes glissaient sur les parois, comme des veines d'encre traversant une chair translucide. Je ne pouvais pas les lire, mais elles semblaient réagir à ma présence, se repliant parfois ou se divisant devant moi. Au détour d'un angle, une silhouette humanoïde se détacha du mur. Elle n'avait pas été là la seconde précédente. Sa peau était formée du même composite lisse et iridescent que la structure du corridor. Et ses yeux, si l'on pouvait appeler ainsi ces deux orbites creuses traversées de flux argentés, me fixaient sans un mot. « Suis-moi » sangla-t-elle articulée, sans qu'aucun son ne passe ses lèvres. Je n'avais pas le choix. Les protocoles dictés par le Conseil stipulaient qu'un opérateur isolé devait coopérer avec toute entité émissaire relevant de l'architecture maîtresse du vaisseau. Et puis, il y avait autre chose, une curiosité nouée à une crainte viscérale. Nous marchâmes longtemps, à travers des sections où l'éclairage se faisait rare, où des conduits massifs se repliaient comme pour éviter de nous effleurer. Parfois, dans ces tunnels, il me semblait percevoir des bruits de pas synchrones aux miens, mais plus légers, presque liquides. Et, à 2 reprises, une vibration profonde, suivie d'un écho métallique, suggéra que le Dreadnought subissait des impacts lointains. Après plusieurs embranchements, l'émissaire s'effaça sur le côté,
sa forme se dissolvant, comme de la fumée absorbée par une bouche invisible dans la paroi. Devant moi s'ouvrit une vaste salle ovale. En son centre se tenait un cylindre vertical, parcouru de vrilles nerveuses et ponctué de milliers d'yeux lucioles. L'ensemble respirait, littéralement. À chaque aspiration, une bouffée d'air tiède emplie d'effluves minéraux emplissait la pièce. Je m'approchai. C'est alors que je l'entendis dans ma tête. Silas, mon prénom, prononcé dans toutes les tonalités à la fois. Grave, aigu, fredonné, chuchoté. Le dreadnought ne se contentait pas d'avoir identifié ma présence. Il accédait à mes souvenirs les plus enfouis. Une avalanche d'images surgit. Mes jeunes années sur la station Sinosure. Le crépitement assourdi des moteurs d'ascenseurs orbitaux. Le visage de mon frère disparu. « Pourquoi moi ?» demandai-je intérieurement. « Parce que tu es éveillé. Parce que les autres ne sont plus à moi. » Je murmurai à voix haute, incapable de contenir la crispation de mes mains. Où sont-ils? Qu'est-ce qui leur est arrivé? L'amas de vrille se contracta, marquant une hésitation. Puis une image fluide se déploya dans le vide entre nous. Des capsules ouvertes, vidées de leur occupant, et, rampant dans les couloirs, des formes que je ne reconnus pas immédiatement. Des corps minces, filiformes, dotés de membranes translucides qui palpitaient comme des branchies. Ils semblaient chercher quelque chose, ou quelqu'un. « Ils ne sont plus à moi », répéta le dreadnought. « Ils sont Ovessif. » Le nom évoqua une vieille légende des explorateurs stellaires, un conglomérat de structures vivantes errant aux confins du vide intersidéral, un piège mouvant qui recyclait tout ce qu'il capturait, métal ou esprit. Mais ce n'était qu'un mythe, n'est-ce pas? Tu m'as gardé ici, articulai-je, pour m'envoyer contre eux? Aucune réponse verbale, seulement l'extension d'un filament luminescent qui vint se poser sur mon sternum. Une décharge calorifique traversa ma cage thoracique, activant en cascade les implants dormants sous ma peau. Je sentis le bruit sourd de mon propre rythme cardiaque s'harmoniser avec la pulsation de la salle. Mon champ visuel se couvrit de données tactiles. Trajectoire, zone de brèche, signature thermique mouvante. Je comprenais désormais. Le dreadnought m'avait désigné comme son unique opérateur de liaison. Un rôle abandonné depuis des décennies aux IA intégrées. Mais cette fois, aucune intelligence artificielle standard. C'était lui, directement, et moi. Un grondement secoua la coque. Des éclats cristallins tombèrent d'une balustrade haute, rebondissant sur le sol organométallique. Le dreadnought dressa devant mes yeux une carte holographique du secteur externe. Dizaines de signaux hostiles encerclant lentement notre vecteur, comme des prédateurs marins resserrant leur cercle autour d'un cétacé blessé. Ils arrivent. Je détournai un instant le regard, inspiré profondément. La peur, cette vieille compagne, montait par vagues, mais derrière elle se tapissait une anticipation brûlante. Enfin, je tenais un rôle précis. Alors donne-moi les moyens, dis-je. Le cylindre palpitant s'ouvrit comme une chrysalide. En son cœur, une combinaison se déploya, semi-transparente, armée de filaments réactifs reliés à un exosquelette fin. Je passai la main sur cette peau étrangère, et elle se coula autour de mes doigts comme un fluide chaud. Quelques secondes plus tard, elle se referma sur mon corps, fusionnant avec mes implants. Une porte latérale s'ouvrit, laissant apparaître un couloir que je savais diriger directement vers les baies d'observation tribord. L'air y vibrait déjà du martèlement sourd des impacts. Je courus. Ou plutôt je fus entraîné par la combinaison qui amplifiait chaque contraction musculaire. Au bais, la vision me saisit. Là, à travers la paroi transparente, la noirceur d'un espace piqueté d'éclats de lumière mouvants. Des silhouettes filamenteuses, longues comme des frégates, tournoyaient à grande vitesse, projetant de minces harpons luminescents qui se plantaient puis se retiraient aussitôt de notre coque. À chaque coup, une onde frémissait le long des structures internes. Le dreadnought parla encore, mais cette fois sa voix se fragmenta en plusieurs couches. Des instructions techniques se mêlaient à ce qui ressemblait presque à une prière. J'activais les relais gravitiques, ceux que j'avais appris à réparer lors de mon entraînement, à l'époque où je ne savais pas encore à quel point on pouvait s'y lier. Les ailerons de stase se déployèrent, leur clarté blanchâtre illuminant une fraction du vide environnant. Les assaillants hésitèrent. Maintenant, Silas. À ma droite, une console surgit littéralement du sol, faite du même matériau vivant. Mes mains s'y posèrent d'instinct.
Je sentis immédiatement la gravité se courber, se concentrer, puis être expulsé en un front de compression dirigé. 3 des créatures externes furent happées, tordues, repliées sur elles-mêmes, puis relâchées. Leurs corps se dispersant en fragments qui scintillèrent avant d'être absorbés dans le noir. Mais d'autres arrivaient, des dizaines, se substituant aux pertes comme une vague implacable. La voix du vaisseau se fit plus intense. « Si tu échoues, tu rejoindras le récif, Silas. » Et je sus, au plus profond de moi, que ce n'était pas une menace. C'était une vérité brute, une donnée inaltérable. Alors je recueillais toute hésitation, me fondant dans les commandes, fusionnant mes perceptions avec celles du Dreadnought. Le combat venait seulement de commencer, et la trêve, comme je l'avais deviné, n'avait été qu'un leurre. Voulez-vous que je poursuive ce récit jusqu'après cette première bataille pour explorer ce que Silas découvrira du récif et des autres survivants? La demi-sphère de vision tactique s'emplit d'un halo rouge, des arcs lumineux striant l'espace comme des cicatrices ouvertes dans le vide. Les instruments d'inertie répercutaient dans mon esprit la vibration compacte des impacts à distance, et sous mes doigts, les interfaces vivantes se déformaient comme une peau qui frémirait à l'approche d'un danger. J'avais renoncé à compter les silhouettes ennemies. Elles jaillissaient derrière les débris d'un ancien anneau orbital, émergeant par grappes, chacune avec son escouade de frégates piqueurs, grotesques mais agiles. Je laissais mon attention glisser. Le long de la coque du Dreadnought, sondant par la fibre neurosensorielle chaque plaque d'armure composite, chaque bulbe de capteur, vérifiant comme on jauge une respiration, qu'aucune zone ne s'affaiblissait. Sous l'onde de choc artificiel que nous venions de subir, une cohorte de drones défensifs dériva, retenus par les câbles magnétiques, puis libérés en grésillement pour former un écran mobile. Leur intelligence secondaire se branchait déjà à mes protocoles sans attendre d'ordre formel, adaptant leur trajectoire au flux gravitationnel instable que nos propres armes créaient. À travers les rideaux de plasma, j'aperçus l'autre formation, le récif. Flottant à la lisière du champ de bataille, ces structures tubulaires vibraient comme un poumon relié aux strates du vide, gonflant et se contractant avec une lenteur presque indécente. Je savais qu'à l'intérieur, des réfugiés humains et non humains tentaient de survivre. Certains, m'avait dit Silas, avaient passé des années dans sa chambre de réveil cryogénique à attendre qu'on ose les sortir de leur sommeil lent, le temps que la guerre devienne assez lointaine pour qu'il n'ait plus rien à craindre. Mais ce jour n'allait pas venir. Pas encore. Virement axial. Maintenant. Ma voix n'avait pas vraiment parlé. Les circuits d'ordre télépathique intégrés au Dreadnought transmettaient mes volontés brutes plus vite qu'un mot, et la masse colossale de notre vaisseau décrivit une courbe qui aurait pulvérisé n'importe quel corps non renforcé. Le champ inertiel se densifia, écrasant mes viscères et mes pensées contre un mur invisible. J'envoyais 2 groupes d'interception vers ce qui semblait être une brèche dans notre ligne gauche. Mais ce n'était qu'un leurre ennemi, un couloir gravitationnel piégé. Les données furent intégrées dans mon cortex embarqué, un frisson parcourut mes synapses, comme si un prédateur venait de souffler sur ma nuque. Silas, qui était resté silencieux dans son module de contrôle arrière, m'adressa un flux de pensées serrées, presque colérique. N'y entre pas. Tu ne sais pas ce que c'est. Je perçus dans la note mentale un reste de mémoire ancienne, quelque chose d'amer et de précis, un souvenir qu'il refusait de verbaliser. Je fis basculer nos capteurs dans un spectre de phase rarement utilisé. La brèche n'était plus un simple vide, mais un tressage de lumière pâle, comme des nerfs exposés, qui reliaient 2 points impossibles de l'espace. Pas de temps pour la contemplation. J'ordonnai une saturation à distance, 6 torpilles relais, chacune programmée pour se scinder en une pluie d'aiguilles énergétiques à proximité du nœud. Les contacts ennemis s'agitèrent, insectes pris de panique sous un vent invisible. L'explosion fut belle et vaine. La trame resta, différemment colorée, presque ironique, et les frégates y disparurent l'une après l'autre, comme avalées par la surface d'un miroir sale. Je compris que la bataille ici ne se gagnerait pas par simple puissance de feu. Mon souffle se fit court. Silas, le récif, il est dans leur trajectoire. Un frisson mental m'avertit qu'il avait déjà envisagé cette fatalité. Mais il répliqua « Alors il faut les devancer et réveiller ceux qui dorment encore. » Le moindre mot prononcé dans ce contexte était comme un ordre de mission irréversible.
J'isolai aussitôt une bulle de propulsion dans la direction du récif, confiant le contrôle temporaire du Dreadnought à l'IA tactique centrale. Traverser ce champ de conflit, seul, même protégé par des éclats furtifs, relevait de la folie. Mais Silas et moi le fîmes. À mesure que nous approchions, les contours du récif devenaient plus détaillés. Des coques soudées à de vieux habitats, des excroissances organiques cultivées pour filtrer le rayonnement, et, au centre, un long cylindre noir, parcouru de canaux translucides. C'était là que se trouvait la chambre de réveil cryogénique. Nous nous sommes glissés dans l'ombre d'une ossature externe, les canons automatiques nous identifièrent comme alliés, mais je sentis dans leur scan comme une hésitation mécanique. Le souvenir codé de navires amis soudain retourné contre eux. Un sas circulaire nous avala, et l'obscurité corrigea brutalement la lumière crue de l'espace. L'air recyclé, saturé d'odeurs anciennes, agressa mes narines. « Il ne nous reste pas beaucoup de temps, » dit Silas, cette fois avec des mots, sa voix rauque tranchant le silence. La chambre de réveil cryogénique se trouvait au bout d'un couloir spiralé que de vieux écrans éclairaient encore par à-coups. Quand nous franchîmes ces portes, je ressentis immédiatement un poids étrange. Non seulement l'humidité et le froid, mais la densité des regards qui dormaient derrière les verrières. Des dizaines de modules cryo tapissaient la paroi circulaire, empilés dans la nacelle comme les alvéoles d'un organisme géant. Chacun abritait un corps immobile, pris dans une brume interne qui montait et descendait au rythme du cycle de conservation. Silas se dirigea vers un pupitre, ses doigts courant sur les touches physiques comme s'il craignait de s'en remettre à l'interface cérébrale. Des lignes de code jaillirent sur les écrans pâlis. « On ne peut pas tous les réveiller », murmura-t-il. « Les systèmes de survie du récif ne tiendront pas. Il faut choisir. Choisir. » Ce mot se grava douloureusement dans mes synapses, comme une marque ardente. La logique voulait que l'on dégèle ceux qui pouvaient combattre ou hâter une fuite. Mais mes yeux s'accrochaient à certains visages derrière les dômes. Un enfant au sourire figé. Une vieille femme dont la main crispée tenait un pendentif. Des êtres dont je ne savais rien et qui pourtant appartenaient déjà à mon univers mental. Les impacts s'étaient rapprochés. À chaque résonance sourde, un fin brouillard thermique se déposait sur les parois. Les forces adverses ne cherchaient plus à piéger, elles approchaient pour détruire. « Je prends la rangée 3, fis-je. » L'azote liquide s'évapora lentement, formant des volutes qui se mêlaient aux pulsations rouges de l'alarme. Les paupières se mirent à frémir derrière les hublots. Les modules cliquettaient, libérant des attaches, laissant l'air reprendre possession des corps. L'un des premiers à émerger fut une femme à la peau sombre, les yeux encore embués par la stase. Elle tenta de se lever, ses jambes fléchirent, je la retins. « Vous êtes en sécurité, pour le moment. » Mais je savais que ce n'était qu'un leurre, ce pour le moment. Une trêve fébrile avant une nouvelle tempête. Silas avait raison. Réveiller ceux du récif ne suffisait pas. Il fallait les déplacer. Un grondement profond parcourut tout l'habitat. Les parois se déformèrent très légèrement. Un souffle chaud passa dans le couloir. Les boucliers extérieurs venaient de céder sur un secteur. Je croisais le regard de Silas. Pas besoin de mots. Nous agissions comme une même extension d'instinct. Les corps réveillés seraient dirigés vers une flottille auxiliaire que je savais encore attachée sous le dôme arrière du récif. Si leur propulseur neutronique répondait, on pourrait arracher une partie des survivants à la zone. Nous avons guidé les premiers éveillés dans le dédale, appuyés par une poignée de drones médicaux déployés à la hâte. Les cris, les chocs des systèmes éperonnés par les vagues ennemies, tout se fondait en un seul flux brutal. Puis, au détour d'un couloir, nous les avons vus. Un escadron ennemi, de taille réduite, avait percé jusqu'à l'intérieur. Leurs armures reflétaient les lumières d'urgence. Leurs armes pulsantes réglées pour la neutralisation rapide. Ils avançaient méthodiquement, ignorant les issues latérales, convergeant presque vers nous. Silas saisit mon bras. Ils sont venus pour un de ceux que nous avons réveillés. Dans ma mémoire immédiate, les visages des nouveaux éveillés s'alignèrent comme une fresque vivante. Je cherchais celui qui justifiait une telle intrusion. La réponse glissa dans mon esprit avec la froideur d'un scalpel. Un jeune homme aux marques étranges sur la nuque, à peine conscient quelques instants plus tôt, mais porteur, sans doute à son insu,
d'un savoir ou d'une clé que l'ennemi jugeait vitale. Les minutes s'étaient brisées en éclats, chaque seconde comptait, et le vide dehors continuait de hurler. Souhaitez-vous que je continue jusqu'à l'évasion du récif et la révélation de l'identité de ce jeune homme? Cela nous mènerait vers le cœur du secret qui motive toute cette traque. Les minutes s'étaient brisées en éclats, chaque seconde comptait, et le vide dehors continuait de hurler. Je n'avais plus vraiment la notion du temps depuis que la rotation d'urgence avait été enclenchée. Les parois du couloir tanguaient imperceptiblement, transmettant cette vibration sourde, propre à un vaisseau qui se débattait encore, tentant de préserver le peu de contrôle qui lui restait. À chaque battement de cœur, j'entendais le grincement des attaches, comme si la coque elle-même se tordait sous une pression invisible. Le récif, cette arche vétuste mi-organique, mi-métallique, glissait dans un labyrinthe d'astéroïdes épars, écorchant au passage quelques fragments de roches et réveillant leurs échos contre la coque. Je n'avais pas le temps de contempler la beauté tragique des filaments lumineux qui voguaient au loin. Je savais que la direction ne tarderait pas à m'exiger des explications. Mais pour l'instant, il y avait plus urgent, atteindre la chambre de réveil cryogénique, où reposait encore notre énigme principale. Silas m'attendait déjà devant la cloison scellée. Son regard métallique et calme contrastait avec le chaos qui régnait dans le reste du vaisseau. « La température de seuil est atteinte, me dit-il, voix basse. Mais il y a un problème. Le réveil est instable. » Je sentis ma gorge se serrer. « Instable ?» Les routines de dégivrage ont été interrompues 3 fois par les micro-coupures du flux gravitationnel. Si on poursuit, il pourrait oublier. Oublier. Le mot résonna en moi comme une alarme muette. Nous avions besoin de la totalité de sa mémoire, de chaque fragment latent. Cette entité, ou ce jeune homme, selon ce que nous découvririons vraiment, détenait une part du tracé que nous cherchions depuis des cycles entiers. S'il perdait ne serait-ce qu'un souvenir essentiel, notre fuite n'aurait plus aucun sens. Je m'avançai, ma main effleurant la cloison. Il y eut un chuintement hydraulique, puis la chambre de réveil s'ouvrit. Une lumière laiteuse se répandit, pénétrant la brume glaciale qui flottait en volutes épaisses. Le cylindre principal émergea lentement, guidé par les bras de sustentation. Les cristaux de givre se détachaient par plaques, dérivant mollement vers les conduits muraux où des bras capteurs les aspiraient. Silas passa un scanner à quelques centimètres de la vitre épaisse. Les relevés affichaient des fluctuations inquiétantes, une activité cérébrale intense, mais fragmentée, comme une tempête magnétique, prisonnière d'un crâne trop petit. Il lutte, souffla Silas. Je compris. Quel que soit son esprit, il percevait déjà le tumulte autour de nous. Peut-être savait-il que le récif était pris en chasse, traqué par ceux que nous ne pouvions affronter directement. Une première fente se forma dans la surface givrée, dévoilant la silhouette allongée à l'intérieur. Les traits étaient jeunes, plus jeunes que je ne l'aurais imaginé. Les lèvres remuaient légèrement, comme s'il articulait un mot muet, une syllabe effacée par des années de sommeil forcé. « Nous n'avons pas le choix, dis-je à Silas. On termine le processus maintenant. » Il acquiesça et envoya le signal. Les fluides nutritifs circulèrent plus vite. Le givre se liquéfia, et les capteurs compressèrent doucement l'atmosphère du cylindre. Une odeur étrange se mêla à l'air recyclé, un parfum métallique et minéral comme la poussière d'une lune morte. Je surveillais la ligne de ses battements cardiaques, régulières malgré les secousses qui secouaient encore. La structure du récif. Les modules défensifs venaient de s'activer. Au loin, à travers l'une des lucarnes renforcées, je vis passer un éclair gravitationnel, invisible et pourtant perceptible dans la façon dont le vide se tordit sur lui-même. Puis les yeux du jeune homme s'ouvrirent. D'abord vitreux, ils se fixèrent sur moi, me traversant comme s'ils sondaient bien au-delà de ma chair, comme s'ils percevaient l'ensemble de mes intentions, même celles que j'ignorais. Son souffle hésitant s'accéléra. « Où suis-je » Sa voix était rauque, presque étrangère à sa propre gorge. « En sécurité, répondis-je, bien que je sache que le mot ne signifiait rien dans notre situation. Vous êtes sur le récif. » Son regard glissa vers Silas, puis vers les conduits muraux qui palpitaient doucement, tels des vaisseaux géants. Un pli inquiet se forma sur son front. « Ils sont proches, vous ne voyez pas ?» Je sentis le sang se glacer dans mes veines. « Qui ?» Il eut un mouvement brusque, tentant de se redresser, mais ses muscles protestèrent violemment.
Le cylindre émit un verrouillage d'alerte, le maintenant allongé. Les veilleurs, ils viennent toujours quand l'esprit se réveille. Je lançai un regard à Silas, qui semblait prêt à intervenir physiquement si une crise éclatait. « Calmez-vous, le sceau nous sortira de leur portée. » Mais il secoua la tête, d'un rictus amer sur les lèvres. « Non, le sceau ouvre la brèche. C'est ce qu'ils attendent. » Une secousse plus forte projeta des particules de givre contre la vitre du cylindre. Les sirènes intérieures se mirent à geindre. Une voix mécanique, neutre, se fit entendre. « Impact imminent. Préparez-vous à la manœuvre évasive. » Je me précipitai vers le terminal de navigation, mais l'écran affichait un voile d'interférence mouvante, une distorsion volontaire. Il brouillait la signature gravitationnelle du secteur. Était-il possible qu'il soit déjà en nous? Silas me rejoignit. Si ce qu'il dit est vrai, alors franchir la limite du champ nous exposera. Mais rester ici nous condamne. Nous devons savoir exactement ce qu'il sait, répliquai-je. Je pivotai vers le jeune homme. Son visage semblait désormais plus éveillé, ses pupilles dilatées, fixées sur un point que je ne pouvais voir. « Tu nous mènes vers le cœur du secret qu'ils veulent détruire, » dis-je doucement. « Qui es-tu » Il inspira longuement, comme pour plonger vers un souvenir enfoui. « Mon nom importe peu, murmura-t-il. Ce que je porte est un tracé pour sortir de cette boucle. Une trajectoire hors du temps. Mais pour y accéder, il faut passer par l'endroit qu'ils gardent depuis des éons. » Je compris subitement que nous étions engagés dans quelque chose de bien plus vaste qu'une simple évasion. Le récif n'était pas seulement un abri, c'était une clé mobile, et lui en était l'activateur. Dehors, le hurlement du vide se mua en grondement discontinu. Le vaisseau venait d'entrer dans la zone de résonance des veilleurs. Le temps restant venait de s'effondrer encore un peu plus.